Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet. Le format premier trajet, ce sont mes premières impressions, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer le grand essai électrisant, l'essai complet avec toutes les informations techniques, toutes les images intérieures, extérieures et puis également mes impressions après une semaine au volant des voitures que j'essaie sur Charging Station. Alors la voiture qu'on essaie aujourd'hui, celle qui se trouve derrière moi, vous l'apercevez peut-être, c'est pas une voiture que je découvre. Je l'ai déjà découverte, j'ai déjà roulé avec pendant une semaine, mais pas tout à fait dans la même version. D'abord parce que c'était la version berline, ici c'est un break, et puis ici c'est la version d'entrée de gamme à 2 roues motrices e-drive 40, alors que j'avais essayé la version M60, la version la plus puissante. Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment de mon premier trajet à bord de la BMW i5. On va s'intéresser à l'extérieur, à l'intérieur, et puis évidemment mes premières impressions sur la route durant ce premier trajet, un trajet de 50 km. Concernant l'extérieur, deux choses à vous signaler avant de détailler l'arrière de ce véhicule. La première, c'est qu'on est en présence d'un pack M intérieur-extérieur. On a donc des appendices qui sont spécifiques à cette finition. Et puis la couleur, c'est Cape York Green, une couleur qui lui va super bien, certainement avec ce pack M extérieur. C'est une sorte de gris-vert comme ça qui est vraiment très beau. Alors vous remarquez les jantes spécifiques également et on voit les étriers de frein à l'intérieur qui sont bleus. Alors par contre, les étriers de frein bleus avec la couleur de la carrosserie, je trouve pas ça très heureux, mais pour le reste, franchement, j'ai un vrai coup de cœur pour la couleur de cette carrosserie. Elle est vraiment très belle. Si l'avant est complètement repris de la berline, l'arrière évidemment est totalement spécifique puisqu'on est sur une version break, une version touring, et franchement le porte-à-faux, je le trouve vraiment très grand, hein. Il est vraiment énorme ce porte-à-faux, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup de place à l'intérieur, un volume de chargement qui sera sensiblement supérieur à celui de la berline et puis une praticité qui sera plus importante également. Donc ça veut dire qu'on a une vraie différence en termes de praticité au quotidien sur cette version par rapport à la version berline, et ça c'est plutôt pas mal. Coup d'œil du côté du coffre. Alors par rapport à la berline, on a clairement un espace de chargement qui est beaucoup plus pratique, hein. C'est bien large, c'est bien haut. Alors on a une tablette qui se trouve ici, hein, qui peut être repliée complètement. On a une banquette qui est fractionnable, vous le voyez. On a des petits filets également à gauche et à droite. Et puis également ici une prise 12 volts ainsi que des petits crochets. Et ici, les petites manettes qui vont permettre de rabattre la banquette arrière. Enfin bref, ce coffre, il est vraiment très pratique. Alors concernant les données chiffrées, eh bien rendez-vous dans le grand essai. Mais comme ça, vous avez déjà un petit aperçu. Je vous propose à présent de passer à l'intérieur. Avant ça, dites-moi ce que vous en pensez de cette ligne extérieure. Est-ce que vous la trouvez sympathique, élégante? Moi, je la trouve plutôt élégante, même si on voit que c'est une très grande voiture, hein. Elle fait plus de 5 mètres. Moi, je la trouve plutôt élégante. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de passer à l'avant, petit détour par les places arrière. On est bien installé, il y a énormément de place, hein, regardez, au niveau des genoux c'est pas mal, le siège avant est déjà réglé comme pour moi. Ici on a cette petite prise USB-C, c'est sympa. Ici il y a un petit emplacement pour brancher un support, c'est sympa également. D'autres prises USB-C ici, bref, il y en a un petit peu partout, ça fait plaisir. On est dans un bel environnement, c'est cossu évidemment, hein, c'est chic, c'est premium, il n'y a rien à dire. Et par rapport à l'impression que j'ai pu avoir il y a quelques jours quand je suis rentré dans le Hongqi EHS9, il n'y a pas à dire, ça n'a rien à voir, hein, il faut bien le dire. On est ici chez BMW et ça sent la qualité, ça respire la qualité, et à tous les étages. Voilà, il n'y a pas des étages où on est un petit peu en dessous en termes de qualité, ce que j'ai pu par contre apercevoir sur le Hongqi EHS9. Non, ici tout est cohérent, tout est très beau. Alors il y a des petits bémols quand même, hein, on va voir ça dans un instant. À l'avant, j'en repère déjà au moins un, et puis on va prendre le volant aussi dans la suite. J'ai vraiment hâte de rouler avec cette voiture. Mais oui, tout BMW qu'elle est, cette voiture, elle n'échappe pas à quelques critiques, hein. Il y a quelques petites choses qui me dérangent un petit peu. Alors quoi par exemple? Je vais vous inviter en dessous de mes jambes. Regardez, oui, le réglage du siège, en profondeur en tout cas, il est manuel, alors qu'on a un réglage électrique pour les autres réglages, notamment l'inclinaison du dossier. Mais voilà, le réglage en profondeur, il est manuel. On est sur une voiture à près de 100 000 €, toute option incluse dans cette configuration. Je trouve ça un petit peu mesquin quand même. Deuxième chose qui me déplaît un petit peu, on a des très beaux matériaux ici.
En partie supérieure, c'est moussé. Ici, cette bande qu'on avait déjà vue dans la BMW i5, vous voyez qu'elle change de couleur. Très sympa également, avec un petit effet cristal. Ici, on a un effet carbone qui est très très beau également. Par contre, ici, entre les sièges, on a toujours ce bon vieux piano black. Alors, je viens de frotter un petit peu parce que franchement, c'était très très sale. C'est encore un petit peu sale... Ici d'ailleurs, voilà, c'est pas très très beau, ça fait pas très très chic dans cette voiture d'essai. Je trouve que ça fait un petit peu tâche. Pour le reste, franchement, la position de conduite, alors ça c'est un gros point positif. On peut bien tirer le volant vers soi et ça j'adore. Étant moi-même assez grand, souvent on a une amplitude de réglage au niveau du volant qui est insuffisante et je dois me forcer à rouler avec le siège qui n'est pas forcément reculé aussi loin que je le voudrais pour pouvoir accéder, enfin être confortable avec le volant. Ici ce n'est pas le cas, je peux régler le siège comme je le souhaite et je peux bien tirer le volant vers moi et ça c'est vraiment très sympa. Pour le reste, on a le dernier OS maison, hein. On connaît le dernier OS maison qu'on a découvert et redécouvert déjà sur Charging Station. Bref, cette voiture, elle ne demande qu'à démarrer et ça tombe bien, moi aussi. Me voilà bien installé dans cette BMW i5 Touring, prêt à démarrer. Alors mon téléphone est connecté et tout tombe naturellement sous la main et ça fait plaisir dans cette voiture. Mon téléphone il est juste posé là, connecté sans fil à Apple CarPlay. On ira jeter un coup d'œil sur Apple CarPlay dans un instant qui occupe tout cet écran. Ça fait plaisir. La position de conduite vraiment idéale. Le volant, comme je le disais, vous le voyez bien là, j'ai pu le tirer au maximum, en tout cas pour que ça convienne à ma position de conduite et ça fait plaisir. Parfois je dois rouler un petit peu plus les bras tendus parce que j'ai des grandes jambes et donc je peux pas rouler avec une position de conduite qui est vraiment idéale. Ici c'est bien le cas, on l'a bien en main, on fait corps avec la voiture, c'est juste une invitation à conduire cette voiture et cette position de conduite et ça fait vraiment plaisir. Voilà, pour le reste, tout est en place. Apple CarPlay sans fil, ça donne ça, voilà, ça occupe tout l'espace sur ce grand écran et je peux voir que j'arriverai chez moi à 15h30, c'est-à-dire dans 42 minutes, après avoir roulé 44 km précisément. Voilà, ce sera peut-être un petit peu plus parce qu'il y a un endroit où je vais peut-être prendre une petite déviation, mais donc voilà, entre 40 et 50 km pour ce premier trajet à bord de cette BMW i5 Touring. J'ai vraiment hâte de sentir ce que ça donne avec cette motorisation eDrive 40 puisqu'on a essayé la fois dernière la version M60. Ici, est-ce que c'est suffisant? Roue arrière motrice, version Touring, qu'est-ce que ça donne en termes de comportement? Mes premières impressions, ça démarre maintenant. Alors c'est parti. Alors on a le mode D et le mode B. Moi directement je vais en mode B, hein, c'est celui que j'adore. Et c'est parti. Douceur de suspension assez incroyable. On vient de croiser une BMW i7 et c'est vrai qu'en termes de présentation extérieure, on est quand même sur quelque chose ici de nettement plus consensuel qui va plaire au plus grand nombre, alors que la BMW i7, elle est quand même un petit peu clivante au niveau de son design et certainement de cet énorme calandre sur la face avant. Ici, rien de tout ça, on est dans du plus traditionnel finalement. Bon alors 1, les suspensions et alors 2, le silence. On n'entend rien. C'est très confortable, très silencieux. Je lève le pied, là je dois mettre le pied sur le frein. Ah, j'adore la position de conduite. Ouais, je vais jusqu'à l'arrêt complet, voilà. Mode B, jusqu'à l'arrêt complet, moi ça me va. Et je me souviens que la chose que j'avais dite lors de l'essai, alors je ne sais plus si c'est de la i5 ou peut-être du iX2, c'était qu'un truc qui serait pas mal, c'est de, par défaut, quand on démarre, de pouvoir choisir si avec un basculement vers l'arrière, on va directement sur D, ce qui est la norme, ou est-ce qu'on peut aller directement sur B? Ce serait pas mal. Plutôt que de devoir faire tchac tchac si on aime rouler en mode B. Bon, visiblement, je n'ai toujours pas été entendu. Voilà. Le dosage de l'accélérateur est très intuitif. Ici, on évolue sur un petit filet comme ça. C'est vraiment très gai. J'ai hâte de pouvoir accélérer, voir ce que ça donne. Donc 340 chevaux, mais voiture de plus de 5 mètres, donc c'est quand même un véhicule qui est assez lourd évidemment. Qu'est-ce que ça donne en termes de ressenti? Est-ce que c'est raisonnablement performant? Est-ce que c'est suffisant? Alors mon petit doigt me dit que oui, hein. Pas du tout besoin de la version M60, surtout si je me souviens bien, la version M60, elle est particulièrement chère. Et donc le gap entre les deux, il est très important. Allez, c'est parti. Ah oui. C'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Ah, les petits bips.
Alors je le dis régulièrement, je vais encore le dire parce que c'est hyper important. Les personnes qui passent à l'électrique, souvent elles se tracassent par rapport à l'autonomie. C'est pas l'autonomie qui doit vous faire peur, c'est l'ergonomie. Et ce, quelle que soit votre prochaine voiture, thermique ou électrique, c'est l'ergonomie. Parce qu'avec les nouvelles normes européennes, tous ces bips qui viennent s'ajouter, bip de changement de vitesse maximale autorisée, bip de survitesse, etc., etc. Alors tous ces bips qui viennent s'ajouter sont pas forcément très agréables au quotidien. Si vous voulez les supprimer, il y a des voitures qui vous imposent d'aller dans le système d'infodivertissement, d'aller dans les menus, etc., etc. Donc ça, c'est un non-sens d'un point de vue de la sécurité, puisque ces bips, ils sont là pour votre sécurité à la base. Mais si en voulant les désactiver, vous mettez votre sécurité en danger, ça ne sert à rien, c'est contre-productif. Ici, chez BMW, comme chez Mini d'ailleurs, la petite touche 7 sur le volant, voilà, pendant 3 secondes, avertissement, limitation de vitesse désactivé. C'est très simple. Vous pouvez le faire sans quitter la route des yeux, c'est génial. Alors, petit test des aides à la conduite. On va appuyer sur la touche 7. Voilà, il faut d'abord activer ici. Voilà. Assisted driving activé. On va régler à 120 km/h. On a le petit volant qui s'est allumé. Donc, ça veut dire que le maintien au centre de la voie, il est actif. Maintien au centre de la voie qui, je vous le rappelle, n'est pas disponible dans le Hongqi EHS9 que j'ai essayé la semaine dernière. Et dans une voiture proposée avec un tel niveau de confort revendiqué et à un tel tarif, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ici, alors bien sûr, dans cette voiture, tout n'est pas de série, on l'a vu. Mais si vous mettez le prix, vous avez des équipements qui fonctionnent très très bien. Et je pense que je l'avais dit déjà au volant du BMW iX2. C'est la grosse différence, hein. Sans vouloir caricaturer, mais c'est la grosse différence entre les constructeurs, je vais dire, traditionnels et les constructeurs chinois ou les nouveaux constructeurs. C'est qu'on a chez ces nouveaux constructeurs régulièrement des équipements qui sont beaucoup de série, mais certains ne fonctionnent pas correctement, voire beaucoup ne fonctionnent pas correctement. Et ça, en termes de sécurité, c'est pas génial. Et puis vous avez payé pour des choses qui sont de série, mais au final, ça fonctionne pas très bien. Ici, comme chez d'autres, tout n'est pas de série, bien loin de là, mais ce qui est là fonctionne vraiment très très bien. Là, je sens la voiture, elle est au centre de la voie de circulation. Elle le fait pas de manière robotisée, vous voyez, pas de manière trop mécanique. Elle le fait de manière assez fluide, et ça, c'est vraiment très agréable. Là, elle me demande de remettre les mains sur le volant. Et donc voilà, on a un volant capacitif, je pense, sur cette voiture. Je vais la laisser revenir vers moi avec ces petites lumières qui flashent et on va savoir tout de suite s'il est capacitif ou pas. Voilà, ça c'est évident qu'il est capacitif. Je dépose à peine les mains sur le volant que directement elle sent que je suis là. Et ça, c'est vraiment très gai, contrairement à d'autres voitures où c'est le cas sur ma Polestar 2 par exemple, où il faut vraiment donner un petit coup sur le volant, chez Tesla également. Il faut donner un petit coup sur le volant pour dire oui, je suis là, oui, je suis là. Et ça, c'est un petit peu pénible. Alors la visibilité vers l'arrière, elle est très très bonne dans le rétroviseur intérieur ici. Les appuis-têtes ne masquent quasiment pas la vue vers la vitre arrière. Et ça, c'est très agréable. Je vais voir là, il y a des changements de vitesse parce qu'il y a des travaux. Est-ce qu'elle va me proposer de m'adapter? Jusque-là, ça n'a pas l'air. C'est 120 et on va passer à 90. Ah ouais, 90, 7, voilà. Ça, c'est facile. Vous voyez, c'est ce que je disais. Tout n'est pas de série, mais tout ce qui est là fonctionne bien. C'est intuitif, ça a été pensé pour le conducteur. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment bien parce que voilà, c'est l'ergonomie au quotidien qui peut vous détruire l'expérience de conduite si elle est mal pensée. C'est pas l'autonomie qui va vous tracasser au quotidien. 70, bam, accepté. Voilà, c'est simple. Fin de la zone de travaux. Hop, on va repasser à 120. Voilà. Parce qu'elle va détecter la fin de la zone de travaux. Il y a un panneau juste là. Non, ça, elle ne l'a pas détecté. Vous voyez, c'est les limites du système. Même les meilleurs systèmes ne sont pas infaillibles. Et c'est particulièrement vrai pour la lecture de panneaux de routiers. Souvent, la lecture de panneaux, si le panneau est mal placé, là, il était vraiment très très à droite sur le bas-côté. Et donc, elle ne l'a pas vu. Et c'est là que je me dis comment ça va se passer avec la conduite autonome. Mystère. Si tout est très bien en place, ça fonctionnera à mon avis.
mais tout n'est jamais très bien en place. Il y a toujours un panneau qui manque, un panneau qui est tombé, un panneau qui est retourné un petit peu, qui a bougé. Donc ça, c'est les petits bémols quand même qui font qu'il y a encore un chemin qui n'a pas l'air si énorme que ça par rapport à la conduite autonome. Et en fait, le chemin, il est quand même assez conséquent parce que toutes ces petites choses-là, il va falloir les gommer. Accélération, ça accélère quand même franchement bien. 340 chevaux, je vous le dis, c'est largement suffisant. Surtout qu'on est en propulsion de nouveau, donc on a cet effet, je ne sais plus où dans quelle vidéo je vous avais parlé de ça, mais cet effet de l'arrière qui vous pousse comme ça vers l'avant, qui est un effet qui est très agréable, que moi je préfère à une traction où on a l'avant qui se lève, et je trouve ça moins... on est moins dans la conduite quand on est avec une traction plutôt qu'avec une propulsion. Donc ici, je n'ai touché à rien. Visiblement, les essuie-glaces sont en mode automatique. Et là aussi, ça fonctionne plutôt bien. On peut régler la sensibilité également. Si je veux que ça balaye un peu plus régulièrement, c'est le cas là, eh bien, je peux le choisir. Là aussi, c'est ergonomique, c'est facile. Il n'y a rien à dire. Voilà, vous voyez. Je lui ai demandé de balayer un peu plus. Elle balaye un peu plus. Chez Tesla, il y a 2 essais là. C'était un petit peu moins évident. Là, ça marche. J'ai pas ce réflexe, parce qu'il n'y a pas ça dans toutes les voitures, j'ai pas ce réflexe de manipuler pas mal de choses qui se trouvent sur l'écran d'infodivertissement, de les manipuler avec la petite molette qui se trouve ici. Et pourtant, franchement, c'est assez intuitif, c'est facile. On peut garder le coude ici et on a accès facilement, petit coup d'œil, à pas mal de choses, notamment appeler la navigation, les médias, l'écran de base de l'infodivertissement. Voilà, donc c'est quand même relativement facile, mais c'est vrai que j'ai pas ce réflexe. Je pense qu'il faut avoir pris l'habitude pour avoir ce réflexe et que ça vienne assez naturellement en fait. Là, c'est pas mon cas. Là, je lève le pied naturellement à l'approche d'un feu qui est rouge. Il y a une voiture arrêtée et je n'aurai aucun mal à m'arrêter derrière la voiture sans avoir appuyé sur le frein. C'est hyper intuitif. Et l'arrêt se fait dans une douceur extrême, il n'y a pas d'à-coup. Là, je vais redémarrer. Voilà, ça passe au vert. Petite poussée sur l'accélérateur. Poussée plus importante. Voilà. C'est vraiment bien. Cette voiture, elle va être particulièrement intéressante comme voiture d'entreprise, si vous êtes indépendant, si vous avez la chance de pouvoir bénéficier d'un véhicule de société et que vous pouvez obtenir ce véhicule. Franchement, il n'y a quasiment pas d'équivalent en break électrique premium. Alors chez Porsche, oui bien sûr, mais voilà, c'est assez unique comme proposition et c'est une excellente proposition. Ce qui m'amène d'ailleurs à déjà faire le premier bilan. À la fin de ce premier trajet, il reste quelques kilomètres à parcourir, 4,6 précisément. Que dire si ce n'est que cette voiture, je ne sais pas comment je vais lui trouver des défauts à la fin de cette semaine. Alors il y a des petites choses, je disais tout à l'heure, bon, le réglage manuel sur le siège, manuel partiel sur le siège d'une voiture à près de 100 000 €, je trouve ça un petit peu moyen. Le piano black là, mais bon, on peut opter pour autre chose. Donc c'est des petits, c'est des petits détails, des petites contrariétés. Pour le reste, cette voiture, dans cette configuration-ci, avec ses 340 chevaux, c'est largement suffisant. Comportement nickel. On est ici sur une suspension pneumatique avec suspension pilotée en option. On est comme sur un tapis volant, c'est génial. Là par exemple, on était sur une portion de route dégradée, on survole la route, on est bien dedans, on est bien assis. Il n'y a pas grand chose à dire, je vois pas ce que je pourrais dire. C'est vraiment des petits détails, c'est vraiment des tout petits détails. Pour le reste, c'est que du bonheur. Alors on verra au terme de la semaine si je serai toujours de cet avis ou si j'aurai trouvé des défauts à cette voiture. Rendez-vous donc dans le grand essai. Alors on a parcouru une quarantaine de kilomètres et la consommation, elle s'élève à 17,5 kWh de moyenne. Donc sur ce point-là aussi, cette voiture fait de l'excellent travail. Elle est très efficiente. On est sur 2,2 tonnes. 2,2 tonnes. On a pris de l'autoroute. J'ai pas vraiment fait attention. Ici, on est sur une nationale 90, 70 et 50 et on arrive à 17,5 de moyenne.
Je trouve ça vraiment très bien. Merci de votre fidélité à Charging Station. N'hésitez pas à partager cette vidéo, hein, mettez un petit pouce également, ça aide à faire connaître la chaîne et ça fait toujours plaisir, bien sûr. Rendez-vous donc dans le grand essai dans quelques jours pour connaître tous les détails de cette voiture. On fera un petit test dans le coffre également, hein, avec des valises, histoire de voir ce que ça donne sur cette version Touring. Rendez-vous également dans le grand essai électrisant pour découvrir la consommation réelle de cette voiture au terme d'une semaine complète et pas de 50 km. On sera donc sur plusieurs centaines de kilomètres. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci à tous de votre fidélité et à bientôt.